civilisé qui est là. La vie du monde entier se joue. C'est le plus grand événement de la vie du monde. Nous en avons les joies, nous en aurons les douleurs. Le 11 novembre 1918, il a cette répartie que vous connaissez tous, extraordinaire. C'est le discours de l'armistice devant les deux chambres réunies. Grâce à vous, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Allez avoir du souffle. Et il en avait. À un moment donné, en 1917, président du Conseil choisi par Poincaré, 1977, année difficile, année des mutineries, il dit « Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. La Russie nous trahit, je continue de faire la guerre. La malheureuse Roumanie est obligée de capituler, je continue de faire la guerre et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure. » Quoi qu'on puisse penser de cet homme, je dis moi, qu'il a été pour beaucoup dans la victoire et qu'on a bien fait d'avoir appelé le Père la victoire. C'est mon opinion. D'ailleurs, on a tenté de le tuer. En 1919, alors que tout était terminé, qu'il avait remporté la victoire, enfin qu'il avait remporté, c'est les poilus qui l'ont remporté, enfin, il en avait été l'instigateur. À 9h30, en quittant son domicile pour aller au ministère, un individu est couru après, il lui a tiré 10 coups de revolver. Il en a reçu 2 au thorax. L'auteur, un certain Émile Cotin, dit Milou, âgé de 23 ans, anarchiste, lui avait tiré dessus avec un broc. Effectivement, ce n'était pas du 1143 ni du 9 mm. Il sera arrêté et lynché par la foule, et notamment par un maître d'hôtel et une serveuse d'hôtel. Il fut en repos une semaine à son domicile, la foule cessa de défiler. Il a été traduit devant le Conseil de guerre. Ce fils de syndicaliste nationaliste a été condamné et exécuté. Ce n'est pas le cas de Raoul Villain, qui, 5 ans auparavant, le 31 juillet 1914, avait tué au café Le Croissant le grand Jean Jaurès, un aparté. Vous savez toutes et tous que j'ai été député. Pendant 3 mois, je n'ai pas pu m'exprimer à l'Assemblée nationale. Je voyais, j'entendais Clémenceau, Tardieu, Poincaré s'exprimer, Jaurès. Je ne pouvais pas parler. Qu'est-ce que j'étais, moi, pour prendre la parole après ces hommes-là? Ça m'a poursuivi pendant 3 mois, jusqu'à ce que j'ouvre enfin. Et d'ailleurs, ça a été un bide. Ça a été un bide parce que voilà ce que ça a donné. On monte à la tribune. Le président, le Premier ministre, c'est Jacques Chirac. Si nous sommes impuissants, je laisse tomber ma voix. Les socialistes, impuissants toi-même, impuissant toi-même, on ne l'est pas nous, si tu l'es toi, tant pis, prends des pilules, prends du Viagra, etc. Charles Herman, que vous avez tous connu, courageusement se lève et dit « Je vous en prie, laissez parler l'orateur, il a été mon élève. » Et un socialiste gueule « C'est à cause de toi qu'il est devenu impuissant. » Alors, quand j'ai repris mes enceintes, si on était impuissant à faire les sacrifices nécessaires pour avoir une armée digne de ce nom avec des crédits, eh ben c'est mais. J'avais dit à ma femme de venir, c'était mon premier discours. Elle était, au début, elle disait à tout le monde, c'est le mien qui est là. Mais à la fin, non, c'est pas le mien.
Enfin, vous la comprenez, c'est une femme, quoi. Hein. Alors, le vilain qui avait tué, le bien nommé, le Jaurès au café du Croissant, figurez-vous qu'il est passé dans la cour d'assises. Et il a été acquitté. Il a été acquitté parce que son avocat, qui était un bon avocat, avait fait valoir qu'il avait tué quelqu'un qui s'opposait à la guerre, à l'entrée en guerre, aux retrouvailles de l'Alsace et la Lorraine, et les jurés l'ont acquitté. Il est sorti, acquitté. 3 ans après, il est allé voyager en Espagne, et là, les socialistes espagnols révolutionnaires l'ont exécuté à Bordeaux. Comme quoi, on n'échappe pas au jugement de Dieu. Arma virumque cano. Vous avez tous compris? Vous avez fait vos études? Ben, ils sont tous allés à la guerre. Ils sont tous allés à la fourchette. Ils ont été blessés. Alain Fournier, l'auteur du Grand Môle, a été tué, précédé par Charles Péguy, les blés moissonnés. Rappelez-vous. Et on fait la guerre. Jean Cocteau, Louis-Ferdinand Céline, Jean Giono, Guillaume Apollinaire, Alain Fournier, je viens de le dire, Louis Aragon, Blaise Sandras, Paul Éluard, Henri Barbus, Georges Duhamel, Roland d'Orgelès, Fernand Léger, Georges Braque, Maurice Ravel, Pierre Macorlan, Paul Gérardi, Georges Bernanos, Maurice Genevois, Pierre Drieux-La Rochelle, Joseph Kessel, Jean Giraud, Alain, Louis Bergaud, l'auteur de La guerre des moutons, André Maure. C'est-à-dire qu'ils y sont tous allés. Les étrangers, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Mustafa Kemal, futur Atatürk, Winston Spencer Churchill, les Allemands, Göring, l'as des as de l'aviation, Ernst Junger, Erich Maria Remarque, Arnold Zweig, Rommel, les Américains, Pershing, Bradley, Patton, Truman, Hemingway, Marshall, MacArthur, les Russes, Zhukov, Lénine, le Finlande, Mannheim, qui sera président de la République, la France, De Gaulle, Juin, Delat de Tassigny, Daladier, Coty, Binet, Duclos, Tardieu, ils sont allés. Et pour la Yougoslavie, Joseph Broz dit Tito. Les maréchaux, vous les connaissez, il y en avait eu 3 en 70, Bazaine, Camembert et Macmahon. Il y en aura 8 en 14. Joffre, Foch, Pétain, Lyoté, Franchel-Espéret, Fayolle, et à titre posthume, Gallieni et Monod. Et nous, les Niçois, qu'est-ce qu'on a fait? Les Niçois, le 163e RI, colonel Pelletier de Chambul, dont la plaque est sous la tour de l'horloge, place du palais de justice, sont partis faire la guerre à Dieuze et à Flirey. Il y a un monument aux morts en honneur des Niçois. Il y a d'ailleurs le régiment d'entretien qui est le 363, qui était chargé de fournir les renforts au 163, qui a sa plaque sur l'école Saint-Cernin. Notre monument aux morts comporte 3550 noms de Niçois tués à l'ennemi. Le carré militaire où nous allons, mon colonel, et vous tous, souvent, comprend le carré de la Marne, le carré de Verdun, le carré de la Somme, le carré d'Orient. 1500 tombes de gens qui ont été individualisés sont là.
Et selon le président de l'association Généalogie des Alpes-Maritimes, 8526 tués, libérés à la guerre de 14. D'ailleurs, le monument aux morts a 5 marches, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, à gauche, les guerres coloniales et l'Indochine et l'Algérie. Est-ce que vous savez, vous avez entendu parler de Jean Médecin? Eh bien, Jean Médecin est parti à la guerre, il a fait 7 ans d'armée. Les 2 ans et demi du service militaire, et manque de peau, 14, pauvre, 5 ans. Il a été sergent, adjudant, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine au 163e régiment. Il y fut blessé 2 fois, décoré 4 fois. Et je vous raconte une anecdote. En 1965, il a l'idée extraordinaire de m'appeler pour me demander d'être socialiste, conseiller municipal. Il avait besoin de jeunes. Comme j'avais servi dans la Légion étrangère, il m'avait marié, il se rappelait de Péra, et il m'a demandé de... L'adversaire en face était le général d'armée aérienne Delfino, avec une croix de guerre qui pendait. Héros national, commandant de Normandie-Yémen. Tout ce que les hommes politiques contenaient de gaullistes était là. Pasquini, Tesser, Robot, Joseph, auquel j'ai essayé de succéder. Ça n'a pas marché. On avait la trouille. Et il nous réunit dans son bureau, on était 39. Et il était déjà presque mourant, il est mort si. Je le vois toujours mettre sa carte sur les épaules et dire, vous ne faites pas de soucis, mes petits. Lisez le jour de l'entente république, du rassemblement. Demain. Et il y avait le texte de sa citation. Citation à la code 304, inscrite au livre d'or des citations de Berlin. Officier d'une admirable bravoure, chargé du 24 au 25 mai de défendre une position particulièrement périlleuse, code 304, a su inspirer à toute sa compagnie la volonté de mourir plutôt que de perdre le terrain confié à sa garde. Pendant le violent bombardement qui précéda l'attaque allemande, n'a pas cessé de parcourir les rangs de sa troupe, entretenant la belle humeur et l'entrain de tous. Au moment de l'assaut, s'est élancé sur le parapet de la tranchée armé d'un fusil, électrisant ses hommes qui ont repoussé l'attaque en chantant la Marseillaise. Delfino au panier. Devant une citation comme ça, d'un avocat, la fourchette, baïonnette au canon montant sur la petite échelle, et ayant un enfant de la patrie. Étonnant la vie de Nice. Est-ce que vous avez entendu parler de François Guaran, maire de Nice, 1914 à 1920, ancien du lycée Masséna, polytechnicien, ministre de la guerre, blessé à Sedan en 1870, général de brigade. Il est appelé pour reprendre du service. Il a 67 ans et il remonte à Compiègne, commander un corps d'armée, tout en
continuant à gérer la ville de Nice pendant 4 ans. Nice est vraiment une ville étonnante. Même les communistes sont curieux. Virgile Barrel était décoré de la Croix de guerre et chevalier de la Légion d'honneur au feu. Même les Curtons, pardonnez-moi mon père, pardonnez-moi mon père, oh, je m'en confesserai auprès de vous. Monseigneur Raymond, que nous connaissons tous parce qu'il a aidé les Juifs, et c'était pas facile en 1940, 41, 42, en leur donnant des faux certificats de baptême pour qu'ils ne soient pas enlevés par les Allemands pour être déportés. Ben, il était officier d'infanterie dans les tranchées. Il a même commandé les automitrailleuses. Il a atteint le plus grand grade de l'armée, des ecclésiastiques dans l'armée, puisqu'il a été nommé commandant, blessé, décoré de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre, avec palme, et a écrit cette phrase: quand d'un pas fatigué, les hommes, véritables spectres de pas hirsutes, s'efforçant pour aligner leurs rangs traversant des villages, les habitants ne peuvent retenir leur hasard. C'était ça, Nice. Alors quand je pense qu'il y a une espèce de salaud qui était ministre de la guerre, Adolphe Messigny, aidé par un journaliste sénateur qui a prétendu que le 15e corps, qui était fait de Provençaux, s'était débandé devant l'ennemi et qu'après tout on comprenait que les gens de la Provence n'étaient pas de taille à pouvoir faire une telle guerre. Salopard, provoquant ainsi et alimentant l'hostilité que j'ai connue comme enfant quand j'ai fui devant les Vosges, entre le Nord et le Midi ne pardonnant pas aux Parisiens et aux Nordistes d'avoir prétendu que le 15e corps s'était débandé, alors que le maréchal Foch est venu inaugurer le monument aux morts et Paul Deschanel, président de la République, la place du 15e corps qu'il faut réhabiliter dans votre esprit. Alors, les moyens de ce déroulement, là il faut que j'aille vite, il me reste un quart. D'abord, les moyens, c'est l'aviation. L'aviation, non, l'aviation. La voisin, voilà. Alors là, mon colonel de Lourmel, vous qui pouvez retourner à la balustrade, là, le colonel de Lourmel était pilote de chasse. Vous n'auriez pas piloté ça, hein? Oui, vous l'auriez fait parce que vous êtes gonflé. C'est le SPAD, vous l'avez reconnu. Le SPAD qui a été le dernier avion produit par la France et qui probablement a été supérieur au Fokker allemand qui avait dominé en 14 et en 15. Il valait mieux, photo d'après, que la voisin 2000, la Vache, et vous voyez dessus Védrine, qui était un avion affecté aux missions spéciales. Car il y avait déjà des missions spéciales, mon général, qui atterrissaient à l'intérieur du territoire ennemi et y mettaient des espions, souvent des douaniers d'ailleurs, des policiers, pour pouvoir ramasser des renseignements qui étaient nécessaires pour la stratégie. Alors, ces aviateurs, assez bizarres. Non, mais le monde est mal fait. Hein. Regardez, moi je ne suis plus maire, il y en a un autre à ma place, le monde est mal fait, quoi. C'est évident. Ceux qui applaudissent ne sont même pas allés voter. Le héros, dans l'esprit de vous tous,
l'as des as dans l'aviation, c'est qui? Ben, c'est Guilmer. Eh ben, c'est faux. C'est faux. Guilmer était un grand bonhomme, 54 victoires quand même. Hein? Avec une décoration extraordinaire que l'on cite, et vous y allez chaque fois à l'anniversaire de sa mort, dans ce petit square, on cite sa citation à illustrer les vertus de sa race. On ne dirait plus ça maintenant. Mais il a été battu par Fonck. René Fonck, 75 victoires. Juste derrière l'Allemand von Richthofen, qui en avait 81 ou 82. Et bien René Fonck est resté dans l'oubli. Je le sors de l'oubli. René Fonck a été le plus grand, hein, le premier. Guilmer, Roland Garros, on a donné au collège de ce nom par de Cimier, Pécou, Ninguesser, Heurtaud, Vialet, Bloch, Delin, Tarascon, Védry, Pinsard. Voici les grands noms de l'aviation, mon colonel. Et de Lourmel, bien sûr, pour des avions un petit peu plus modernes quand même. Hein, voilà. Mais je sais que vous avez commandé en plus aux avions transporteurs. Vous avez une très belle carrière. C'est pour ça que je me permets de vous braquer. Si vous ne l'aviez pas, je ne sais pas. La marine. La marine, je voudrais, ça va vous faire plaisir, amis britanniques. La marine était dominée par, la voici, regardez, ça c'est la marine britannique. 24 dreadnoughts, je dois mal prononcer, qui était une sorte de super cuirassé avec 14 canons. Je vous rappelle que les canons de marine, c'est 240 ou 280. Hein, okay. 35 dreadnoughts, 18 croiseurs cuirassés et 100 autres navires. C'est une page de la Libérateur, l'illustration que j'ai déchiquetée pour vous la montrer, rassemblée le 10 juillet 1914 pour une revue navale britannique qui n'entendait pas se faire damer le pion par les Allemands qui, depuis 10 ans, renforçaient leur flotte à telle enseigne qu'ils sont arrivés au 3e rang mondial, juste derrière la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, et avant la France, qui n'a pas pu aligner autant de navires qu'ils en alignaient, mais notre marine nationale, Matelot, doit être quelque part là, s'est illustrée dans l'Isère, à Dixmude et à Ypres, avec l'amiral Renard, Guéprat, Lacaze, comme fantassin. Nous n'avions que 17 cuirassés et 11 croiseurs cuirassés, et on n'a jamais été foutu de faire un vrai. La guerre a été sous-marine. La guerre a été sous-marine après la bataille titanesque de Jutland, qui a été remportée par les Allemands d'ailleurs. L'Allemagne a investi dans les sous-marins U-boat. C'est très important qu'elle a réalisé le blocus de l'Allemagne à telle enseigne qu'une des causes de l'armistice de l'Allemagne, c'est que le peuple avait faim, que les ouvriers s'étaient rebellés, que le socialisme gagnait et le communisme, et que la faim tenaillait l'armée allemande. Les U-boats avaient pourtant coulé pour 3 500 000 tonnes de navires, mais 178 d'entre eux ont été coulés par la flotte britannique et française sur les 350 000. La cavalerie, on la passe sous silence, elle a été démontée en 1915, elle est revenue en 1917. Les chars français. Les chars français, il doit y avoir une image. Ah, ça c'est le char Renault. C'est le char Renault que nous avons construit, imaginé, 2 hommes, un canon et une mitrailleuse, et vendu aux Américains et aux Serbes.
à l'époque, on arrivait à vendre le Leclerc, on n'y arrive pas. Mais là, le Renault, on l'a fait. Le Saint-Chamond. Le Saint-Chamond, qui a une gueule de rhinocéros, avec sa variante, le Schneider, qui est également un petit peu pareil. Nous avons fait une contre-offensive victorieuse de 1918 avec 480 chars comme ça. Les troupes coloniales. Les troupes coloniales, c'est 600 000 soldats, je vous en ai parlé tout à l'heure. La Légion, alors la Légion étrangère, sous fait que je vous montre quand même, si vous voulez bien, ça c'est les canons 75. C'est une batterie de canons 75, type que commandait mon père. Ça, c'est l'artillerie lourde. Alors c'est la LBF, artillerie lourde sur voie ferrée. C'est un canon de 280. On pouvait aller jusqu'au canon, monsieur l'artilleur, de 400. Celui qui a réduit le fort de Dourmont. Prolius, le capitaine Prolius, n'en a pas connu son truc, et même les hommes français qui étaient prêts à attaquer à 600 mètres ou 1 kilomètre de là, dans leur tranchée, ont eu peur d'entendre le bruit des obus de 400 tombant sur le fort qu'ils ont totalement, pas totalement, mais à moitié détruit. Merci de me le dire. Il y a une photo aussi des canons de 194 sur chenille que j'ai fourni il y a une dizaine d'années au colonel commandant l'école d'artillerie. La Légion étrangère, qui comprenait de tout, comme maintenant des Italiens, des Suisses, des Russes, des Belges, des autres Hongrois, des Allemands, des Espagnols, des Turcs, des Luxembourgeois, des Américains et des Arméniens, s'est illustré. Voilà son drapeau. Le voilà. Vous le voyez, il y a 6 croix de guerre avec palme, la médaille militaire, la Légion d'honneur. C'est en 18 le drapeau le plus décoré de France, avec, il est maintenant mon président Guérin et ancien capitaine du 3e REI. Il est aux mains du 3e REI maintenant, régiment étranger d'infanterie. Et il était, à la fin de la guerre, le plus décoré avec le régiment de marche du Maroc pour les marchands. Voilà, hérissé. Voilà, existe. Bon. Alors, j'ai pas de photo, et c'est bien dommage, mais on a utilisé des choses assez extraordinaires. Les pièces d'artillerie de longue portée ne pouvaient tirer, n'est-ce pas, en général, que s'il y avait des observateurs pour diriger le tir. Alors on a inventé les cerfs-volants. Attends, avant, les cerfs-volants. Les cerfs-volants avec une petite nacelle. En première ligne, vous les verrez, c'est comme ça. Là, c'est 8 cerfs-volants les uns derrière les autres. Puis après, on les a retirés en 1915. On a mis les ballons d'observation. Les ballons d'observation, je vous dis, il fallait être vachement gonflé pour monter sur un ballon d'observation avec toute l'aviation allemande. On les a mis là et ils embarquaient avec une mitrailleuse ou un canon de 37 pour, de leur nacelle balancée dans le vent, pouvoir ajuster l'avion qui piquait sur eux. Ils avaient, tenez-vous bien, ils étaient même les seuls, les aviateurs n'en avaient pas, mon colonel, ni vous, ma colonel, madame. Ils avaient un parachute. Et ils pouvaient sauter en parachute contre leur toile était en flammes et qu'ils s'effondrent. Ces parachutes, pour les parachutistes qui sont là, le parachutiste habituel Jojo, le parachutiste qui a voulu nous imiter en sautant un pied de feu, oui, c'est vrai. Ces parachutes, je voudrais le retrouver parce que de mémoire, je ne l'ai pas enregistré. C'était un parachute assez semblable à
à celui que l'on a maintenant, imité de Gérardin, le premier parachutiste qui a sauté sur le champ de Mars, et qui était avec 24 fuseaux. Donc, ils arrivaient à se sortir d'affaire, sauf que l'atterrissage, ils ne savaient pas, et qu'il y a eu beaucoup de blessés parmi les observateurs, mais ils ont été sauvés, il n'y a pas eu de mort. Oui, c'était le parachute 1915 Jumèche, 50 mètres de coupole ronde en coton, 24 fuseaux, 8 suspens et une corde de 3,50 mètres pour l'ouverture, c'est-à-dire une veste. La grande innovation la plus terrible, celle dont votre père a payé le prix, ainsi que d'autres, je suppose que dans cette salle, certains ont leur père ou grand-père gazé, ce sont les gaz toxiques. Les gaz toxiques, je voudrais qu'ils vous montrent, alors ça ce sont des blessés que l'on ramasse dans les boyaux ou dans les tranchées, mais là c'est plus un boyau qu'une tranchée. Vous voyez la boue dans laquelle ils prennent notre corps. Là je ne vois pas très bien ce que c'est. Ça c'est une prise de tranchée avec un homme qui n'a plus de jambes. Donc là c'est un camion Latil que les chevaux c'est fini. 700 000 chevaux ont été tués pendant la guerre de 14-18. Je vous rappelle que pour un attelage d'artillerie, il en fallait 6 pour le canon et 6 pour le caisson, c'est-à-dire 12 plus l'officier commandant de la pièce. Là, victime de la boue. Alors là, voilà, vous voyez, la guerre de 14-18, c'est 1 380 000 morts, dans lequel il y a près de 400 000 disparus. L'homme qui tombait dans un trou comme cela était mort. Il mettait 3 jours à mourir. Il ne pouvait pas s'en sortir. Là, vous voyez, ce sont 2 prisonniers. Non, je vais passer trop vite. Ce sont 2 prisonniers allemands qui sont en train de sortir. Un soldat français, vous voyez au casque, soldat français qui criait « Maman, papa, les copains, je suis là, venez me sortir !» Et personne ne bougeait, on le laissait crever, et au bout de 2 jours ou 3 jours, on n'entendait plus rien. Il est mort. On passe à la photo d'après, si on peut. Ça, c'est le résultat des obus, des explosions d'obus. C'est un piou-piou, peut-être français, vous voyez, peut-être un allemand, peut-être un anglais, qui ont été soufflés par l'explosion, peut-être pas le 75, mais 1905, 1955 peut-être. Hein, voilà. Là, ça vient là, pas à propos, mais tant pis. Vous voyez l'effet de la propagande. Ce sont des enfants qui jouent dans la rue. Ils sont équipés, on vendait, j'ai connu ça, des panoplies. Et avec cette panoplie, on était pour les filles infirmières, ou pour les garçons, on était, la photo suivante, soit un Allemand fait prisonnier, comme vous le voyez, et qui levait les bras, camarades, 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 et on apprenait. Les parents achetaient les panoplies, c'était dans les petites bandes dessinées des enfants, et c'était instruit à l'école et autorisé de jouer comme cela dans les cours de récréation. On entretenait la haine de l'allemand, du du germain. Voilà. Photo d'après, quand on y est, et bien là, alors nous voici, l'invention des gaz, ce sont les Allemands qui ont commencé. Tout le monde sait écrire. Mais 6 mois après, français et anglais, voici une attaque allemande. C'est la première, près d'Ypres, en 1915. Vous voyez le chlore projeté et emporté par le vent. Derrière, 3 lignes de fantassins. Ils vont attaquer derrière le nuage de gaz. Ils ont inventé le chlore,
On a inventé le phosgène, on a inventé l'hypérite. Allez, on a tous été aussi salauds, le gaz de moutarde, les uns que les autres. Notez que ce n'est pas la cause principale de la mort de nos soldats. Ça a fait beaucoup de victimes, mais qui ne sont pas mortes, comme votre père, mais qui sont devenus aveugles souvent, c'est le cas pour vous, mais beaucoup moins de dégâts que les bombes, les obus, les shrapnels, c'est-à-dire la fragmentation, et les marmites. Les marmites, je ne sais pas si j'ai... C'est quelque chose d'horrible. C'est la guerre des mines, les marmites. Nos soldats, comme les soldats d'en face d'ailleurs, et comme les soldats anglais, ils étaient souvent paysans ou venant dans des mines de charbon. Il y en avait en Angleterre des mines de charbon, il y en avait en France, et il y en avait en Allemagne aussi. Alors quand ils étaient face à face, dans les tranchées, dans la guerre de position, où on ne bougeait plus, eh bien, ils creusaient une sape. Ils l'étayaient, puisque c'était souvent des mineurs, et ils faisaient les 200 ou 300 mètres qui les menaient sous la tranchée ennemie. Et là, ils bourraient d'explosifs, ils faisaient sauter. La plus grosse mine, c'est les Français qui l'ont fait, 60 tonnes d'explosifs. Il a été évalué 2000. Les Anglais l'ont utilisé également en 1916 au début de leur bataille. On a entendu, paraît-il, le bruit des explosions des mines jusqu'à Londres. Benevero, Benetroda. Mais plusieurs historiens le disent. D'ailleurs, c'était effrayant. Paris a été bombardé par des avions, par des obus, bien sûr, par des zeppelins, et par la grosse Bertha, ce canon Krupp, au canon qui faisait des mètres de haut et qui tirait sur voie ferrée, bien sûr, et a bombardé Paris en faisant des centaines de morts dans les quartiers. L'ambulance. Un mot, docteur, pour vous parler de l'ambulance. Je vous ai parlé de Madame Curie. Une ambulance de division, c'était 6 médecins, 2 officiers d'administration, 140 infirmiers, 17 mulets, 21 voitures hypothétiques. Les infirmiers ont été des héros absolument, souvent méconnus. Ils ont sauvé des tas de vies humaines. Il faut se souvenir de ces hommes comme il faut se souvenir des pigeons voyageurs. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Vaillant. Il a été décoré de la Croix de guerre. C'est celui qui a lâché le commandant Rénal quand il allait abandonner le combat. Il prévenait sa hiérarchie: je n'ai plus de soldats à combattre, je vais me rendre. Il était entouré de gaz lacrymogène, de gaz toxique. Le pigeon a franchi tout ceci. Il est arrivé au Colombier, il a délivré son message et il est mort. Et on l'a décoré de la croix. C'est touchant. Les chemins de fer. Un livre sur Napoléon III, écrit par M. Boffrey, je crois relater l'époque industrielle. Je rappelle, mesdames et messieurs les élus de la ville de Nice, que les premières routes dans le département des Alpes-Maritimes, c'était les chemins de fer. On en a un chemin de fer à Cannes, à Sospel, à Puget-Dénier. Puis après le tramway. Ça, c'est l'époque industrielle. Napoléon III a construit des dizaines de milliers de kilomètres. De 1888 à 1914, prévoyant la guerre, on
on a construit 10 000 kilomètres de voies. Et pendant la guerre, on a construit 9 000 kilomètres de plus. Les journaux des tranchées, qui aidaient au moral de nos poilus. Le canard enchaîné, créé en 1916 par un maréchal. Le crapouillou, à l'initiative de Galtier-Boissière. L'écho des gourbilles, l'écho des tranchées, la chéchia, le périscope, le canard du boyau, le poilu déchaîné. L'art du camouflage. On a inventé le camouflage. Voilà, pour faire vite ce que je voulais dire, il me reste... il va falloir que je parle. Mais je voudrais rapidement vous dire que ces 5 années de guerre, c'est 1914. 1914 avec la bataille de la Marne. Le front belge, Charleroi, la retraite de Charleroi, poussée par les Allemands, qui arrivent à 28 km de Paris. Gallieni, les taxis de la Marne, qui n'ont pas fait grand-chose, mais enfin qui ont apporté quand même 4 ou 5 000 hommes. L'inébranlable Joffre, qui fut fait maréchal à cause de cela. Et ce commentaire extraordinaire de l'armée française qui, acculée, fait volte-face et contre-attaque et fait fuir les Allemands. Von Kluck écrit que des hommes ayant reculé pendant 10 jours, que des hommes couchés par terre et à demi-mort de fatigue puissent reprendre le fusil et attaquer au clairon, c'est une possibilité dont il n'a jamais été question dans nos écoles de guerre. C'était ça, nos ancêtres. C'était ça. 1915, les tentatives de percer en Champagne et en Artois, le génocide arménien. Premier génocide, 1 200 000 morts par les Turcs, qui ne l'ont jamais reconnu. Et je glisse ma patate, la France l'a fait au Sénat, grâce à la proposition de loi de Jacques Chirac. J'ai vu là l'union sacrée des socialistes, pas les communistes, mais socialistes, centristes, RPR, UMP, voter à la majorité considérable. Là, les travées pleines d'Arméniens, avec leur ambassadeur qui est devenu un ami après, et qui ont entonné à 3 h du matin la Marseillaise, ont pleuré dans l'Assemblée. Échec naval des Dardanelles, Douaumont qui a été repris par un seul homme. Enfin, Douaumont a été repris parce que matraqué par les 400 du général Jeannin. Si ce n'était du général Jeannin, c'était de son père ou de son grand-père, c'est la même chose. Et le capitaine Crolius, qui n'avait presque plus d'hommes, voit la porte s'ouvrir et un piou-piou avec le bel et la baïonnette. Rendez-vous. Camarade, on se rend. Et le titi parisien, maître ouvrier, Dumont, venait d'arrêter la garnison de Douaumont. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur pour cet exploit, qui lui a été remis par le président de la République. Allez, 1916, c'est la mangeuse d'hommes. Là, il y a tout. Il y a Verdun, il y a la Somme. J'avais prévu de vous en parler, du Trommelfeuille, des 1275
le bois des cours laminé, 1200 hommes, en reste que 18, colonel Drignon est là, je prends mes responsabilités, je prends mes patins. S'il y a un homme qui a sauvé la situation, c'est le général Pétain. Bien sûr, on ne veut plus le dire maintenant. Bien sûr, on ne veut plus prononcer son nom. Bien sûr qu'on ne veut pas dire ni général ni maréchal, mais c'est lui. Painlevé lui avait confié la garnison. D'ailleurs, il avait dit au président de la République qu'il faut se retirer sur la Meuse. Nos forts ont été désarmés. Vous les avez désarmés, on ne pourra pas résister. Et la réponse du président de la République a été « on ne peut pas faire ça, ce serait un cataclysme parlementaire ». Pétain a créé la voie sacrée, la première autoroute de France, qui a permis la rotation. Presque toute l'armée française est allée se battre à Verdun. On a accordé des permissions, on a redressé le moral. Je rappelle qu'en 1914, on a fusillé pour l'exemple. Je rappelle les mutineries qui vont avoir lieu l'année d'après. Et qui va-t-on aller chercher pour mater les mutineries? Eh bien, le général Pétain, bien sûr, parce que l'armée française avait confiance en lui par rapport à la doctrine qui était officielle en 14 quand on s'est engagé à la guerre. L'offensive à la fourchette, à la baïonnette, il faut y aller, peu importe le nombre de morts. Les Foch, les Joffre disant, faites-vous tuer sur place, ne reculez pas d'un mètre. Et Pétain disait, non, la baïonnette tue moins que le canon. Il faut de grandes préparations d'artillerie avant d'attaquer. Il était aimé de la troupe, et c'est pourquoi on a fait appel à lui en 1916. Bien sûr que Nivelle a commandé la contre-attaque décisive, mais c'est Pétain qui avait, général Pétain, qui avait rétabli la chose, comme il le fera un petit peu plus tard. 1917. Alors 1917, c'est le drame du chemin des dames. Chemin des dames, c'est cette petite route de 30 km sur laquelle les filles du roi allaient chez la duchesse de Maintenon, chemin des dames. Et c'est là où il y a eu les plus grandes boucheries d'un côté comme de l'autre. Oh, pas autant que la Somme, qui a fait 900 000 morts. 4 morts. Français, anglais et allemands. Mais le chemin des dames, il y a eu les mutineries. Est-ce que l'on peut entendre? Est-ce qu'il y a encore quelques... Ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. C'est à votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau, puisque vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. 47 régiments, 36 bataillons se sont rebellés. Oh, ils n'ont tué personne, ils n'ont pas fait prisonnier leurs officiers. Simplement, ils ont décidé de ne pas repartir. Et c'est encore Pétain qui est arrivé. On a condamné, passé en cour martiale. Il y a eu 1600 condamnations à mort, 500 ont été exécutés. De même, il y a eu les fusillés pour l'exemple.
le 8e régiment de tirailleurs algériens. On a réuni le régiment. On en a pris 10, on les a pris 10. Et le régiment a défilé. Il faut le dire, parce que c'est vrai. Tout ça a existé, c'était l'horreur. 1917, les Russes abandonnent le combat, car les bolcheviks ont remporté la révolution, exécuté le tsar, sa femme et ses filles. Et le traité de Brest-Litovsk, c'est pas la paix en 1918 avec les Allemands. Heureusement, il y avait les Américains. Si tu peux passer la photo dans les rues de Broadway de la mobilisation des Américains, non, ça c'est les monuments, non, mais ça viendra, je suppose. Je ne sais plus quel est le numéro. Et les Américains vont envoyer les hommes, petit à petit. Wilson ne voulait pas la guerre, le président Wilson. Le torpillage du Lusitania a été une connerie. Les U-boats ont été aussi une autre connerie. Les Américains sont un peuple sensible. Ils n'ont pas accepté. Et Wilson a décidé de rentrer dans le 4 800 000 hommes ont été. Et par fournée entière, c'est venu, on a découvert des tas de choses, leurs drôles de chapeaux, leurs drôles de guêtres. Louis-Gomme, ce sera pour 1945. Hein. Sur la tombe de Lafayette, le général américain est allé dire la phrase célèbre: Lafayette, nous voici. Et mon père me disait que s'il n'y avait pas eu les Américains, probablement nous n'aurions pas gagné la guerre. 1919, c'est la signature du traité de paix avec l'Allemagne. Cette signature du traité de paix avec l'Allemagne a été infamante pour les Allemands. On a fait venir des plénipotentiaires dans la galerie des glaces de Versailles, où l'Empire allemand avait été proclamé en 1871. Et c'est là où on les a fait venir. Et quand ils sont arrivés, descendant de voiture, il y avait une haie double de mutilés, aveugles, cul-de-jatte, bras en moins, jambes en moins, qui formaient une haie d'honneur. Ce n'étaient pas des pipious qui présentaient les armes, c'était les blessés notés. Les Allemands en avaient autant que nous leur avions fait. Mais les conditions de l'armistice et de la guerre. Alors là, je vous le montre. J'ai vu que parmi vous, quelqu'un qui est pourtant médecin a fait un cours. Je la comprends. C'est un des miracles, c'est une des conséquences. Il y a eu beaucoup de, plus de 100 000 Français défigurés comme ça. Quand nous sommes allés, pour ceux qui ont combattu, nous sommes allés en guerre, on a tous redouté. Non pas d'être tués, on l'avait, je crois, tous accepté par principe, mais de redevenir infirmes, sans bras, sans jambes, sans yeux, ou le visage, la gueule cassée. Et une des conséquences de la guerre de 14-18, c'est que la médecine, docteur, notamment Maximo Frazial, a fait un bond prodigieux. Et on a pu réparer la gueule de ces gens. De même qu'on a réparé les destructions de l'Est et du Nord de la France. Je rappelle que des villes entières ont été à moitié détruites. Je rappelle, ça c'est le défilé de la victoire. Le défilé de la victoire où on
premier rang sont passés, soutenus par les infirmières et les guidants, notamment les aveugles et les estropiés. Avant, le maréchal Foch et le maréchal Joffre, qui ouvraient le défilé avec Pershing, Sir Douglas Haig, Cardona et les autres derrière, et l'armée française avec le maréchal Pétain, on avait eu à cœur de mettre les blessés, les mutilés. Et quelque part, je vais essayer de terminer en 5 minutes. Rapidement, les conséquences de la guerre. Je n'ai mis le regret. Le premier, c'est l'union de la France. La République une et indivisible, qui a créé le jacobinisme parisien d'ailleurs, bien sûr. Mais la France est unifiée autour d'une langue. 1914, mon père me racontait que les Basques, les Bretons, les Corses, les Nissards, les Gaouates, les Alsaciens, les Savoyards, les Provençaux, ils ne parlaient pas le français. Ils parlaient leur dialecte ou leur langue. 5 ans après, ils parlaient tous le français. L'école était obligatoire, ils ont appris le français. C'est l'effet de la guerre 14. La France s'est fait connaître. Il y a tellement de monde qui sont venus se battre chez nous et qui viennent encore pour venir à leur mausolée, à leur monument. Elle engendre, c'est la troisième conséquence, une fausse paix. D'où sortira le national-socialisme? Le Führer, caporal, blessé au débarge, et Göring, as allemand, après von Richthofen. La fin des empires, l'empire allemand, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire russe, terminé. Il ne reste que l'empire britannique. Et dans une certaine mesure, un petit peu l'empire français, mais qui est une république. Cinquième conséquence, le bolchevisme. Le communisme. Il pénètre partout. Rappelez-vous Spartacus, en 1918 en Allemagne, alors que les Allemands rentrent chez eux, se considérant comme non vaincus, ils doivent affronter les grèves dans les ports, les grèves dans les chemins de fer, les manifestations de la faim, les ouvriers et le socialisme piloté quelque part par Lénine et par les bolcheviks. L'entrée en guerre des États-Unis, sixième conséquence, non pas parce qu'ils sont rentrés en guerre, mais quelque part parce qu'ils ont supplanté l'Europe. La guerre de 14-18 a été la fin de la magnificence de l'Europe. Nous n'avons tenu que par l'argent que les banques américaines nous ont prêté. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'Amérique est rentrée en guerre. C'est que les banquiers sont allés dire à M. Wilson, si l'Europe est vaincue, on ne sera jamais remboursé de nos créances. Donc, rentrer en guerre, qu'on gagne, et comme ça, ils rembourseront. Et on a remboursé, enfin, du moins, l'Allemagne en remboursé. La naissance des vedettes. La naissance des vedettes. Elles sont là, dans les guerres de 14-18, De Gaulle, le caporal Hitler, Patton, Churchill, Mustafa Kemal, Pétain, Göring, Mussolini, Rommel, Zhukov, Lénine, Delatte, Daladier, Coty et Tito. Ils sont tous en germe en 14-18 et se sont battus. Et enfin, les progrès. Oh, les progrès dans l'aviation. Si l'on voyage actuellement, non pas en Mistral, parce que là, il n'y a qu'un mec ou deux qui voyagent, mais si on voyage dans les avions que nous avons maintenant, c'est le bond de géant que la guerre de 14-18 et de la guerre de 39-45 ont fait donner à nos compagnies, à France, KLM, billets, Pan-American, etc., etc., etc. Mais les cimetières nationaux, l'ossuaire de Bourmont, allez un jour à l'ossuaire de Bourmont, avec ses 130 000 corps ossements, mélangés l'anglais, le français, l'allemand,
les 13 000 hommes enterrés, les Juifs enterrés de leur côté dans leur propre reposoir, les musulmans dans le leur aussi. Et il y a là sur cette terre de France l'union antiraciste de tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Et quelque part, c'est grand. Et puis le pacifisme a été le début, avec le développement industriel, la médecine. Il y a eu un très beau film à la télévision sur les techniques. Mais c'est difficile, hein? 5 ans de guerre, aussi monstrueuse que celle-là, en 1 heure et demie. C'est très difficile. Je voudrais vous livrer quelques phrases prononcées par des grands hommes et ce sera terminé. L'ordre du jour du général Pétain le 12 novembre 1918. Résumé en un mot, fermé pour cause de victoire. Clémenceau, que je l'ai déjà cité. Max Gallo, qui a écrit 3 beaux livres sur la guerre de 14, mort pour la France, a dit que la guerre de 14-18 avait été la matrice du XXe siècle. Et moi, je voudrais vous dire en terminant, je vous le disais, mon colonel, tout à l'heure, j'ai fait un petit haut, je ne suis pas un héros. Mais en Indochine, j'ai entendu citer les balles et j'ai fait un petit bout de guerre. Je me suis posé souvent la question, est-ce que j'aurais pu être sous-lieutenant en 14-18 dans l'infanterie? Bien la réponse est je sais. Je sais. Qu'a fait Jean Médecin, avocat comme moi? Je ne sais pas si je l'ai fait. J'ai une admiration sans borne, sans limite, pour ces hommes et ces femmes. Je crois que c'est le général Pétain. Je vous en réserve une terrifiante pour vous. De la condition féminine qu'elle est inférieure est une diffamation. Et bien maintenant, je vous l'ai servi pour vous mettre en appétit. Je vais vous lire 4, 8. Quant à savoir si tout s'est passé de la sorte, et si vous n'êtes pas resté pour rien là-bas, et si vous n'êtes pas mort pour une chose morte, oh mes pauvres hommes, ne le demandez. Si parfois dans la jungle le tigre vous frôle, et que n'ébranle plus le recul du canon, il vous semble qu'un doigt se pose sur votre épaule, si vous croyez entendre appeler votre nom, soldat qui reposait sous la terre lointaine, et dont le